Allez-y, je vous en prie. Vous avez surmonté une des formes les plus sévères de l'autisme. On en parlait tout à l'heure. Hugo Orio, bienvenue sur notre plateau. On est ravis de vous recevoir. Patrick Cohen. Hugo Orio, ex-enfant autiste, ce n'est pas seulement votre parcours et votre combat qui sont exceptionnels. C'est ce livre, L'Empereur c'est moi, chez l'Iconoclaste, où vous racontez, comme je ne l'ai jamais lu ailleurs, ce qu'il y avait dans votre tête de petit garçon, vos obsessions, vos manies, votre peur du monde extérieur, votre mutisme, votre refus d'aller aux toilettes. Vous avez gardé à ce point, c'est la première chose qui étonne, vous avez gardé à ce point précis le souvenir de ce que vous éprouviez dans votre petite enfance. Oui, j'ai fait comme une sorte d'introspection, une archéologie de mon âme, une enquête. Je suis remonté dans des souvenirs au début de 4 ans, dont je me rappelais assez clairement. C'est pas reconstitué, c'est vraiment ce... Vous êtes sûr, c'est ce que vous éprouviez. Ces souvenirs ont fait comme un jeu de dominos, c'est-à-dire que chaque souvenir que j'écrivais était comme la conséquence finalement d'un autre souvenir qui soudain me revenait, et ils sont sortis comme étant enfouis dans une case. Car j'ai mis cette période très longtemps sous une chape de plomb, dès mes 15 ans, quand j'ai commencé à être, entre guillemets, dans la normalité, même si le mot normal est une supercherie qui ne veut rien dire. J'ai enfoui ça sous une chape de plomb, comme une sorte de honte. Et j'ai décidé de casser cette chape de plomb quand j'ai commencé à écrire. Une chape de plomb parce que dans ce que vous racontez, on voit bien que vous n'êtes pas avec nous, quoi. Vous êtes dans une sorte de monde extérieur, un monde de rêves, de roues, de boyaux, de tuyaux, un monde où vous ne voulez pas grandir, dans l'espoir de retourner dans le ventre de votre mère ou bien de vous projeter au centre de la Terre. Oui, je refusais d'être au monde, je refusais de venir au monde. Ce monde m'effrayait au plus haut point. Je le trouvais absurde, incompréhensible. Je ne voulais pas venir au monde, je voulais retourner de là où je venais. C'est ça qui fascine dans votre récit, c'est que on a l'idée d'un handicap pour l'autisme. Oui. Or là, ce que vous exprimez, c'est un refus, c'est une volonté. Oui. Ce qui n'est pas la même chose. Une volonté politique, oui, une volonté politique de ne pas venir parmi les autres. Pourquoi cette fascination, par exemple, pour les roues, pour tout ce qui tourne? Vous l'avez... C'est comme je dis dans mon livre, c'était une manière de me mettre en accord avec les éléments, avec la Terre qui tourne. Très vite, j'avais compris que c'était une histoire de sphères qui tournaient les unes autour des autres, que les galaxies tournent autour des trous noirs. Et donc pour moi, aller dans la rotation, c'était une manière d'être en accord avec le monde et peut-être de retourner de là où je venais. Chaque tour de roue m'éloignait du monde extérieur. Donc enfant, vous faisiez tourner des roues toute la journée. Vous faisiez des mouvements circulaires. Je faisais des mouvements toujours à la même vitesse. Je faisais des kilomètres. C'était pour faire des millions de kilomètres. Avec une roue bleue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous en avez fait des bandes. Avec une roue bleue, écrivez-vous dans le livre. Refus de mâcher, de déféquer, de parler, refus du contact avec les autres enfants. Vraiment, c'est un témoignage magnifique et fascinant. Est-ce que, on le fait pas souvent dans cette émission, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait que j'ai sélectionné? Parce que c'est important de voir comment vous racontez ça, comment vous faites ce récit. C'est ce que vous appelez le jardin des cons. Oui, le jardin des cons. Je lis ce qui est souligné. Si vous le souhaitez. Les nounous qui s'occupent de nous ont des pulls moches et veulent me forcer à manger. Elles m'ont mis de la viande dans la bouche, alors je l'ai gardée dans ma bouche tout l'après-midi jusqu'au soir. Quand maman est venue me rechercher, elle a trouvé que j'étais bizarre. Elle a compris. Elle a mis sa main sous mon menton et m'a dit de recracher, ce que j'ai fait, soulagé. Elles veulent aussi que je fasse comme tout le monde. Par exemple, il faut chanter « Ainsi font les petites marionnettes » en bougeant les mains. Ridicule. Ça ne sert vraiment à rien. Alors moi, je ne fais rien. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Elles essaient toujours de me faire parler. Elles pensent que je ne parle pas. Moi, je n'ai rien à leur dire. Elles pensent que je ne parle pas, mais moi, je n'ai rien à leur dire. Voilà, ça résume ce qu'il y a dans votre tête. Là, c'est quoi, 3-4 ans, 4-5 ans, hein? Oui, c'est par là, 4 ans. Alors, vous avez conscience de savoir parler et en même temps du mépris que vous avez pour cet exercice à l'égard des autres. Tout à fait, c'est ce que je trouve complètement inutile. Je ne me sens pas écouté. On ne me met pas dans des situations où je sens que je pourrais dire des choses intéressantes et je déteste ma personne. Je veux me tuer moi-même à ce moment-là. C'est très mature, hein, parce que si je prends les propos de Patrick, 4-5 ans, c'est déjà un grand garçon, quoi, dans sa tête. Bien sûr, mais c'est un âge où les enfants ont déjà conscience de ces choses-là. Ont la conscience de soi, la conscience d'eux-mêmes, mais c'est assez rare de pouvoir l'exprimer, le raconter de cette façon. Et puis un jour, fort d'une volonté incroyable, vous décidez de changer de prénom pour changer de corps. Il y a une phrase qui résume cela, vous vous appelez Julien, c'est votre premier prénom, vous vous sentiez enfermé dans ce corps de Julien qui lui-même est enfermé dans le monde des autres. Oui, c'est une affaire de prison et d'où... comme je dis aussi dans mon livre, ma fascination pour une tourterelle, par exemple.
J'ai envie de casser mon corps, d'avoir des ailes. Pour moi, ça ne sert à rien d'exister à ce moment-là si je ne sais pas voler. Voler au-dessus des prisons des autres. Partir. C'est une envie en tout cas de partir très très vite. Une fascination qui s'exprime parfois de façon violente, puisque quand vous entendez la tourterelle chanter, vous criez. La colère, tout à fait, parce que je suis jaloux de cette tourterelle. Je suis jaloux. Elle est libre. Elle est libre et pas moi. Elle est libre et pas moi, alors elle me fait souffrir et ça me met terriblement en colère. Donc il y a un récit très violent, hein. Vous décidez, vous dites, je décapite Julien. Je le décapite, je le tue. Et vous dites à votre mère. Je dis à ma mère, je veux changer de nom, Julien est mort, il est enterré dans la terre noire. Parce que c'est la seule personne à qui vous parlez, votre mère. Tout à fait, c'est la seule personne à qui je parle et encore très 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 peu. Alors après, passé 6-7 ans, petit à petit, vous reprenez la parole, vous vous ouvrez aux autres. Comment cela a-t-il été possible? Eh bien, quand j'ai voulu un autre nom et que j'ai décidé de m'appeler Hugo, Hugo est celui qui a commencé à dire oui au monde des autres. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère, qui était finalement la seule personne qui vraiment m'aimait à cette période, je la vois se donner tout ce mal pour me faire venir dans le monde des autres, et je me dis, si cette personne qui m'aime tant se donne autant de mal pour que je rejoigne le monde, c'est que ça doit en valoir la peine. C'est vraiment votre mère qui vous a sauvé? C'est ma mère qui m'a sauvé à ce moment-là. Alors, votre mère qui vous appelait le petit prince cannibale, mais qui a écrit un livre sur vous, il y a quelques années, qui signe la postface de votre livre, et c'est absolument bouleversant. Ça se conclut simplement par « J'ai adoré être ta mère ». C'est une belle conclusion. Ouais. C'est une belle conclusion. Ça n'a pas dû être facile pour elle non plus. Est-ce que les leçons, parce que pour les familles qui sont concernées, est-ce que, avec votre regard, votre expérience, est-ce qu'on dit beaucoup de bêtises sur l'autisme? Énormément, surtout en France. Surtout en France. Expliquez-nous. En France, on n'est toujours pas sorti de la prise en charge psychanalytique de l'autisme. Oui, la psychanalyse, qu'est-ce que c'est? d'autisme quand même. Hein, il y en a plusieurs, mais la psychanalyse ne peut être opérante sur aucune forme de l'autisme. Elle ne peut que se contenter de faire du commentaire, et des commentaires qui bien souvent sont complètement à côté de la plaque. La psychanalyse, c'est quoi? C'est une thérapie basée sur la communication entre le patient et son thérapeute. Un sujet autiste étant privé de tous ses moyens de communication ou alors ne voulant pas le faire, ça dépend des cas, il y a un autisme par personne, mais en tout cas, n'étant pas pourvu de communication, de volonté de communication, je ne vois pas en quoi la psychanalyse peut être opérante sur lui. Vous dites les institutions tuent les enfants autistes. Absolument, absolument. En France, c'est absolument terrible. Dans n'importe quel autre pays, 80% à 100%, que ce soit aux États-Unis ou dans beaucoup de pays d'Europe, 80% des enfants autistes sont scolarisés avec les autres. En France, il y en a à peine 20%. Et encore, quand on dit 20%, ça dure 1 an, 2 ans, et après, on les met à l'hôpital psychiatrique. Mais on peut généraliser comme vous le faites. Vous étiez autiste Asperger. Je dis bien que je n'ai pas vocation à parler de l'autisme, dans le sens où ce livre n'est pas un livre sur l'autisme. Ça ne m'intéresse pas de faire un livre sur l'autisme, c'est un livre sur la différence. Avec une toile de fond qui est l'autisme. Bien sûr, bien sûr. Mais vous n'êtes plus autiste aujourd'hui, Hugo. Là, je suis sorti du livre, Hugo. Je suis sorti du livre, simplement, j'essaie de comprendre quelles sont les leçons qu'on peut tirer de votre récit. Les leçons qu'on peut tirer, on peut les tirer de mon récit, mais aussi on peut les tirer en regardant les autres pays européens qui sont basés sur des méthodes comportementales. Finalement, ma mère a fait avec moi quelque chose qui s'apparente plus à du comportementalisme, sans le savoir, parce qu'il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout en France, alors qu'aux États-Unis, on y était déjà depuis longtemps. Et aujourd'hui, on fait toujours les mêmes erreurs. En plus, le troisième plan autisme qui vient est absolument un torchon, une supercherie, parce qu'il parle justement de créer des classes spécialisées pour enfants autistes, alors que ce n'est pas du tout la chose à faire. Il faut que l'éducation nationale soit formée pour accueillir les enfants autistes. Et pour ça, il faut développer des emplois comme des AVS, qu'on appelle des AVS, des auxiliaires de vie scolaire, qui sont là comme des interprètes entre le monde d'un autiste et le monde des autres. Et ces AVS doivent avoir vocation à s'effacer petit à petit pour que la personne autiste puisse rejoindre le monde des autres. Et c'est aussi un scandale qui va bien au-delà de l'autisme. C'est un scandale financier, parce que les prises en charge qu'on propose en France coûtent extrêmement cher. Une journée à l'hôpital de jour où on parque un autiste en faisant finalement pas grand-chose, même rien du tout, ça coûte 900 € par jour aux contribuables. Et ça, c'est un scandale financier. Alors, à l'heure où on parle de faire des économies, on ferait bien de s'attaquer sérieusement à ce dossier-là, parce que là, on ne parle pas d'économie de bout de chandelle, on parle de milliards d'économies. Et combien d'existences gâchées par ces méthodes inopérantes qui ne sont plus pratiquées depuis longtemps dans d'autres pays. Ça doit comment s'appeler... vous en êtes sorti vraiment alors?
Comment j'en suis sorti? Je me suis battu, mais c'est aussi ma mère qui s'est vraiment occupée de moi en me stimulant physiquement, verbalement, en cassant la tour de l'autisme. Ouais. L'autiste, il faut casser son mur, il faut le casser. Hugo Oriot, on vient de parler de l'amour de votre mère. Aujourd'hui, il vient de vous arriver un événement extraordinaire, enfin il y a 2 jours. Oui, c'est vrai. Depuis le 9 avril, 14h15, je suis Ah, vous êtes papa. Je suis Oh, papa c'est chou. d'un petit garçon qui s'appelle Victor. C'est top, hein. Oui. Et vous êtes, on précise, comédien et Comédien réalisateur. et réalisateur. D'ailleurs, ce livre va avoir une suite théâtrale, puisque je vais en faire une adaptation théâtrale, un seul en scène. Pour ça, je vais travailler avec le metteur en scène Vincent Poirier, de la compagnie Dodeka, Dodeka, D-O-D-E-K-A, basée à Coutances. Et la création est prévue pour l'automne prochain. Et nous sommes en train d'organiser une tournée à Paris, courant 2014. Il faut lire ce récit, hein, vraiment magnifique et fascinant. L'Empereur, c'est moi, chez l'Iconoclaste. Ouais. Merci Chez beaucoup, l'Iconoclaste. Hugo Oriot, d'être venu jusqu'à nous pour nous en parler. Tout le plaisir était Quel pour moi. formidable message d'espoir. Vous vous privez de la parole jeune, vous êtes comédien aujourd'hui. C'est beau ça. Le théâtre, ça n'est que des paradoxes. Ah. S'il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas Ouais. de théâtre. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Patrick. Dans un instant, les coachs de The Voice. Oui, la totale, mais tout de suite, un point en cuisine.